Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à chausser vos casques. Ça vous permettra de suivre les échanges pendant cette table ronde d'ouverture. Bienvenue sur Energaia. On est ravis de vous accueillir. Cette première table ronde est consacrée à un sujet important pour la filière et les territoires. On va se poser cette question. Territoire et énergie renouvelable, le partage de la valeur, est-ce que c'est la clé finalement de l'appropriation? Alors pourquoi ce thème? Eh bien parce qu'on le voit partout en France, des projets d'énergie renouvelable se multiplient et avec eux des débats, des questions, des oppositions aussi. Dans beaucoup de communes, des habitants ont le sentiment de subir des installations qu'ils n'ont pas choisies, dont ils ne voient pas toujours les bénéfices. On parle alors d'acceptabilité, comme s'il fallait simplement faire passer la pilule. Mais derrière ce mot, il y a une question de fond. Comment fait-on pour que ces projets deviennent vraiment des projets de territoire, compris, choisis et portés localement? Et si le partage de la valeur de ces projets était la clé de l'appropriation? Valeur fiscale, valeur économique, valeur sociale, valeur d'usage, autant de valeurs au projet qui permettent de changer le regard sur l'implantation des ENR dans les territoires. Alors pour en parler, on a convié des élus sur le sujet, de maires, car ce sujet du déploiement des énergies renouvelables dans les territoires va inévitablement se poser à l'occasion de la campagne des élections municipales à venir. C'est en mars prochain. Nous rejoint notre première intervenante, c'est Françoise Materon, maire de Saint-Beauzile de Montmel, dans l'Hérault, vice-présidente à l'urgence écologique de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Vous êtes également conseillère régionale. Bienvenue, madame. Je vous demanderai comment un projet bascule très simplement de voisins que l'on regarde de loin, un équipement qui améliore la vie des habitants et s'inscrit dans un récit local. On accueille un autre élu, lui est maire de Lacapelle-Ségalard, dans le Tarn. Il s'appelle Frédéric Ichard. Il est vice-président du syndicat d'énergie du Tarn, membre de la FNCCR. La FNCCR, c'est le réseau national des syndicats d'énergie. Vous nous expliquerez pourquoi la fiscalité seule ne suffit plus, dites-vous, et pourquoi les collectivités veulent monter au capital des projets. Un message qui est entendu de plus en plus par les développeurs de projets. On en parlera notamment avec Pascale Courcelles, qui représente France Renouvelable. Elle est directrice également du financement de l'énergie à BPI France. France Renouvelable qui lance un fonds redistributif. C'est un fonds avec un mécanisme que vous allez nous expliquer de partage de la valeur des projets d'énergie renouvelable, un soutien financier aux ménages en situation de précarité énergétique. Et notre dernier intervenant, lui, il monte des projets d'énergie renouvelable avec les citoyens. On accueille Jean-Baptiste Boyer, coprésident d'Énergie Partagée, structure pionnière du financement citoyen des projets d'énergie renouvelable. On verra avec vous, Jean-Baptiste, comment la gouvernance, l'implication des habitants, la place des collectivités, la copropriété des infrastructures changent la nature d'un projet. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté l'invitation d'Energaia. On est ravis de vous avoir sur cette table ronde d'ouverture. Un mot pour vous qui nous suivez. Vous pouvez poser vos questions à l'issue de nos échanges, mais vous pouvez, c'est la nouveauté de cette édition, le faire avec une application numérique. On va vous pousser le QR code. Vous le voyez, il est en haut à droite sur les grands écrans. Vous prenez votre appareil photo, vous zoomez vers le QR code et là, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Vous allez accéder à l'application en ligne Slido et là, vous pouvez poser vos questions, mettre votre prénom, votre nom. Par défaut, c'est anonyme, mais vous pouvez poser vos questions. Pendant le temps des échanges, j'essaierai autant que possible de remonter ces questions à nos intervenants et intervenantes. Alors, pour que vous ayez une petite idée, la table ronde va être divisée en 3 temps. Donc, si vous voulez poser vos questions, essayez autant que possible d'être dans les 3 thèmes, comme ça je les prendrai plus facilement. Alors, on va parler d'abord du défi de l'appropriation des énergies renouvelables, ça c'est le premier temps. Ensuite, on entrera dans le concret avec des solutions de partage de la valeur qui vont nous être présentées. Et enfin, en conclusion, je demanderai à nos intervenantes et intervenants comment ces projets d'énergie renouvelable peuvent s'inscrire dans un projet sociétal local. Allez, on va commencer par comprendre pourquoi parler d'appropriation plutôt que d'acceptabilité. Et on va commencer tout de suite avec vous, Pascale Courcelles, si vous le voulez bien. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable. Vous dites même, vous avez une très belle expression, qu'un parc devient presque un voisin
Et ce voisin, c'est vrai, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et vous faites la distinction clairement entre acceptabilité et appropriation. Alors pourquoi ce glissement est-il essentiel vers l'appropriation, Pascal? Bonjour, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous, merci. Oui, je pense qu'on ne peut plus faire que tolérer un projet. En fait, il s'agit de reconstruire quand même un rapport de confiance entre les parties prenantes. Et il y a eu des constructions de parcs historiques qui n'ont pas été très, très bien montées, donc forcément, il y a une fragmentation. Et accepter, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que s'approprier, parce que s'approprier, c'est concerter, c'est communiquer et c'est avoir moins d'opacité sur les retombées. Et donc ces erreurs en fait, de projets historiques qui ont été plus ou moins bien montés, elles laissent des traces aujourd'hui un peu de refus et de cohabitation compliquée avec ce parc effectivement qui est un voisin, c'est-à-dire que quand même dans les territoires, si la présence la plus proche c'est une centrale, c'est vrai que c'est un voisin qui est un peu déshumanisé, dont on ne comprend pas très bien les retombées locales, donc il y a besoin de faire quelque chose de beaucoup plus circulaire. Et c'est vrai qu'on doit sortir quand même d'une approche qui est très descendante aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui une installation elle peut être perçue comme lointaine, opaque et très indifférente au quotidien. Et dans ce cas-là, l'adhésion elle n'existe pas vraiment. Et comme on a un coût de l'énergie qui est quand même important, on a quand même une foultitude de fausses informations sur les ENR. On a beaucoup de citoyens qui semblent plutôt subir finalement, subir plus les impacts d'une transition plutôt que de se les approprier. Et donc, il faut revenir plus en proximité, il faut répondre à des craintes. Il peut y avoir une perte de valeur immobilière, il peut y avoir une problématique de visuel, de paysage, une problématique d'usage des sols. Et donc, il faut arriver à démontrer que les bénéfices, ils recirculent au sein du territoire. C'est très concret, c'est durable. Et donc, on a une séparation aujourd'hui un peu artificielle quand même. On a le renouvelable et puis, la problématique des citoyens, le logement, la précarité, le pouvoir d'achat, alors qu'en fait, tout ça est complètement lié. En fait, quand on va aller dans l'électrification et dans la production de renouvelables, on va relier les coûts de l'énergie au plus proche du consommateur. Et quand le riverain ne voit pas de bénéfices directs, le discours climatique, il est quand même super abstrait. C'est assez compliqué. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut absolument recréer du sens et qu'il faut retisser du lien, réinscrire ces projets dans la vie quotidienne réellement des habitants. Complètement, parce que c'est vrai que si on explique pourquoi on fait les choses, si on fait participer finalement les projets, et on le voit bien quand les citoyens sont associés très tôt en participation dans la gouvernance, en financement, c'est un projet qui fait corps avec eux. Et donc, du coup, ça a un sens et ça se projette vraiment sur l'avenir. Et quand on occupe un territoire, en plus, avec une énergie qui est quand même très décentralisée, du coup, on comprend mieux comment cette énergie, elle circule au sein. Donc, il faut qu'on assume un peu ce passé qui est bon, mais qui n'a pas été à 100% bon. Et il faut aussi reconstruire, comme ça, dans cette logique, donner une chance du territoire et avoir une sincérité dans les projets. Françoise Matteron, Pascal Courcel nous rappelle finalement que l'acceptabilité, finalement, ça ne suffit plus. Les habitants, ils ont besoin de voir un bénéfice concret, proche d'eux, pour que le projet cesse d'être vu donc comme un voisin imposé et devienne quelque chose finalement qui fait sens dans leur quotidien, un voisin avec qui on aime vivre. Vous, dans votre commune, alors de Saint-Beauzile de Montbel, comment vous avez passé ce cap? Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un projet d'énergie renouvelable, il bascule de la simple tolérance à une véritable appropriation locale? Alors, je vais vous raconter l'histoire de notre projet parce que, moi-même, je suis très attachée à nos espaces naturels et j'accepterais assez mal un parc d'énergie sur des espaces naturels qualitatifs. Donc, j'ai toujours eu le discours avec ma population de dire, mais voyons déjà, qu'est-ce que nous pourrions faire au niveau de notre souveraineté énergétique par rapport à des lieux qui ne sont pas avec cet affect par rapport à la nature. Donc on avait un stade de football qui ne servait plus à rien, on n'avait pas d'équipe de football. Donc on a travaillé avec les associations pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Et donc je pense qu'il ne faut pas envisager la question de l'énergie, indépendamment de tous les autres sujets. Pour moi, quand je fais quelque chose sur ma commune, j'essaie que ce soit très transversal.
au niveau de la transition énergétique, de la souveraineté, que ce soit réfléchi dans ce sens-là. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, il va faire de plus en plus chaud sur notre territoire, donc on aura de plus en plus de mal à pratiquer des activités sportives avec les canicules qui nous arrivent au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre. Donc essayons de faire d'une pierre deux coups, à la fois de couvrir cet espace, de produire de l'énergie et de pouvoir au-dessous pratiquer du sport quand, quand il fera très chaud. Donc on a travaillé avec les associations, on a vu qu'il y avait des besoins par rapport à installer des marchés couverts, etc. Donc on a fait un projet, on a conçu des ombrières qui pouvaient être compatibles avec des activités que l'on pourrait faire au-dessous. Et donc, du coup, on a une surface qui est importante. On a fait passer le message que cette surface, certes, elle n'est pas fun d'un point de vue esthétique, mais elle produit 30% de l'énergie qui est utile à notre commune. Donc, cette énergie, on voit, du coup, on a besoin de l'énergie. On sait que de toute façon, pour la produire, on doit avoir un impact sur l'environnement, sur d'autres choses. C'est pas anodin de produire de l'énergie, mais on ne peut pas s'en passer. Mais par contre, voilà, là, on mesure visuellement aussi, 30%, ça fait ça. Voilà. Si on veut couvrir 100%, il faut multiplier par 3 cette surface-là pour que notre commune puisse être autosuffisante en énergie. Ça aussi fait réfléchir sur la sobriété, c'est-à-dire à un moment donné, on ne peut pas continuer de vouloir faire toujours produire plus. Il faut se dire, essayons de consommer par rapport à ce qu'on est capable de produire et donc d'ajuster aussi nos besoins en fonction de nos possibilités. Donc voilà, c'est une réflexion complètement globale et quand on a cette réflexion qui est assez sincère et qui est transversale, les gens comprennent et les choses sont acceptées. Voilà, ça c'est un exemple de projet parmi d'autres, hein, mais voilà, enfin, la démarche intellectuelle qui est la mienne. Et dans une période qui est compliquée pour les finances communales, ce projet, il fait également sens? Alors, il fait également sens parce que on a réfléchi pendant un moment à le porter nous-mêmes, puis pour des questions d'ingénierie, on a renoncé. Donc, on a travaillé avec l'AREC et avec Ombrières d'Occitanie. Du coup, c'est un développeur qui a fait l'installation. Et nous, on récupère un loyer. Mais ce loyer, au lieu de le récupérer annuellement, on l'a calculé sur la durée des 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, c'est lui qui exploite l'énergie. Et il nous a versé une soulte de 50 000 € qui nous permet de faire des équipements sportifs au-dessous. Donc c'est gagnant-gagnant. Et dans 30 ans, la commune récupère son installation sans avoir rien déboursé, en sachant que dans 30 ans, les panneaux continueront de produire 80% de l'énergie. Donc la commune pourra toujours exploiter ce site. Et si elle décide parce que dans 30 ans, je ne sais pas ce que sera la vie, de démanteler cette installation, c'est aussi par contrat, ce sera aux frais de l'installateur. Donc c'est zéro risque pour la commune. Et ça répond à un besoin à la fois énergétique et de lieux sociaux, d'équipements. Voilà. Donc effectivement, du coup, c'est très bien accepté puisque c'est gagnant-gagnant. Voilà, et donc une double vocation, service public et service d'énergie. C'est ça. Et pas d'impact sur la nature environnante. Donc un voisin pas trop dérangeant. Bon, très bien. On se tourne vers Jean-Baptiste Boyer, coprésident d'Énergie Partagée. L'appropriation, on le voit, elle naît souvent d'un usage clair. C'est l'exemple que l'on vient de découvrir d'un projet qui apporte un service concret au territoire. Selon Énergie Partagée, qu'est-ce qui fait qu'un projet bascule vraiment de la simple acceptation à cette appropriation collective dont on est en train de parler? Bonjour à toutes et tous. Donc ça a été un peu dit dans les 2 interventions précédentes, c'est que souvent, pour qu'un projet soit bien approprié, il faut qu'il réponde à un besoin. C'est-à-dire que quand on est sur des logiques qui vont être purement financières ou commerciales, en fait, on ne peut pas parler d'appropriation. C'est-à-dire qu'on est sur des logiques où les projets vont être subis, ou en tout cas c'est présenté comme une nuisance qu'il faudrait compenser, quelque chose comme ça. Et forcément, on ne peut pas se dire qu'on va baser juste sur cette relation commerciale en fait une appropriation du projet vraiment. La problématique, c'est que quand on regarde tous les scénarios de transition énergétique, on est censé passer quand même à l'ordre de grandeur, c'est peut-être au moins 70% de NR quoi, dans les scénarios ADEME, c'est un peu la base. Quoi. Donc en fait, est-ce qu'on croit vraiment qu'on peut atteindre ces niveaux-là de développement ENR
en ayant une logique purement commerciale où on dirait on sait qu'on vous dérange, mais on vous paye pour avoir la paix, grosso modo. Et est-ce qu'on peut vraiment avoir ça ? Nous, on ne pense pas côté énergie partagée, et donc on va plutôt promouvoir des projets où on va avoir une appropriation citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens et les collectivités vont pouvoir entrer au capital et à la gouvernance des projets. Et du coup, pour aussi que les gens puissent se dire mais pourquoi on fait ça finalement ? Il faut que ça puisse répondre aux besoins du territoire. Et donc, on a tendance à vite oublier que quand on développe un projet éolien ou un projet photovoltaïque au sol, en fait, c'est souvent vu comme juste une opportunité financière pour le développeur. Alors qu'en fait, de l'énergie, on en utilise tous au quotidien et on en a besoin. Et donc, il va falloir inscrire ces projets dans des planifications territoriales, dans des plans climat, dans des schémas directeurs d'énergie renouvelable, pour montrer aussi à quel point ces projets, ils ne sont pas faits comme... on peut l'entendre souvent sur le terrain, parce qu'il y a des oppositions qui sont quand même assez structurées maintenant, qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément un écho hyper large dans la population, puisque des sondages sont plutôt favorables aux ENR, mais de dire en fait c'est des projets qui vont alimenter les grandes métropoles, qui n'ont rien à voir avec le local, etc. Alors que quand en fait on fait des plans climat ou des schémas directeurs d'énergie renouvelable, on se rend compte qu'en fait on a besoin de beaucoup développer les ENR pour répondre à nos propres besoins énergétiques. Voilà, et donc c'est en ayant, c'est pas juste une histoire, c'est juste en replaçant le contexte et cette chose-là qu'on peut avoir de l'appropriation. Et typiquement, aujourd'hui, côté énergie partagée, il y a un label qui existe où il y a déjà plus de 450 projets qui sont labellisés, qui vont justement venir reconnaître ou certifier le fait que des citoyens et des collectivités participent au capital, qu'il va y avoir des retombées locales plus importantes que sur d'autres projets, et puis qui vont être aussi plutôt mieux disants sur la partie écologique, qui est aussi une source de préoccupation, je pense, pour tout le monde aujourd'hui, en tout cas j'espère. Et donc c'est tout ça qui va être mis en avant par Énergie Partagée. Merci. Puisque Énergie Partagée porte des projets citoyens, je prends une remarque qui nous arrive sur l'appli Slido, ce qui m'encourage aussi à vous dire cliquez sur le petit QR code pour remonter aussi vos remarques et vos questions. Donc, on nous dit que pour info, demain jeudi à 11h30 sur le stand de l'ADEME, il y a une présentation de 2 petits retours d'expérience et de projets labellisés Chaleur Bois Citoyenne. Voilà, puisque quand on parle d'ENR, évidemment, il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que l'éolien. Il n'y a pas que l'électricité. Exactement, aussi, vous avez pleinement raison. Frédéric Ichard, on continue et on termine ce tour de table sur le sujet de l'appropriation avec vous, maire de la Capelle Ségalard, vice-président du syndicat d'énergie du Tarn. Vous m'avez dit qu'on a préparé ce rendez-vous. Pour vous, il y a vraiment 3 conditions essentielles si on veut réussir l'appropriation par les citoyens de ces projets d'énergie renouvelable. C'est quoi ces 3 grandes conditions ? Alors, les conditions, on va y revenir, mais je vais lier à tout ce qu'on a dit. On a parlé d'acceptabilité, d'appartenance, et j'ai envie de cranter un petit peu plus sur les valeurs et le partage de valeurs. Alors, dans la triptyque de ce partage de valeurs, évidemment, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le mandat quand on est élu. C'est de donner suite à des volontés politiques qui nous sont transmises, et notamment par rapport à la transition énergétique. Qu'est-ce qu'un petit maire comme moi d'une commune de 90 habitants, en termes d'efficacité et d'action concrète sur le terrain, qu'est-ce qu'un conseil municipal comme le conseil municipal de la Capelle Ségalard peut faire concrètement? C'est ça le sujet. Et avec quels outils on peut travailler? Alors, évidemment, donc ce mandat-là, on a un devoir de s'occuper de ce sujet d'énergie verte. Le deuxième sujet, les citoyens attendent évidemment cette volonté politique, mais ils attendent aussi en termes de valeurs, et on peut évoquer aussi le pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, il faut que si ces outils sont sur le terrain, il faut que concrètement on puisse en avoir des effets concrets sur les finances des citoyens. Donc là, il y a des outils aujourd'hui, on les développera peut-être, des outils aujourd'hui promus par les pouvoirs publics. On parlera d'autoconsommation collective, et ça c'est un élément très important qui va permettre à la fois évidemment de consommer de l'énergie verte, qui va pouvoir mettre à disposition des citoyens une énergie peut-être moins chère, et une énergie qui va aussi
être distribués en circuit court. Donc là, il y aura quelque part un rôle important à jouer par rapport au réseau. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, au niveau du citoyen. Et ensuite, au niveau de la commune, avec des effets indirects, il y a un partage de valeur qui a été évoqué tout à l'heure. Soit, effectivement, on a une manne financière qui arrive de façon directe ou indirecte, ou alors, nous décidons, via tous les outils qui existent aujourd'hui sur l'ensemble des collectivités, là, il y a toutes les strates qui vont être intéressées, bien sûr les communes, petites ou grandes. Ensuite, on va avoir effectivement les syndicats d'énergie qui gèrent les réseaux et qui sont en regroupement de l'ensemble des communes. On a, ça a été évoqué tout à l'heure, la région qui a un rôle très important et qui a cette compétence-là aussi, avec des outils qui existent et qui sont performants. L'AREC a été cité, il y a des choses très très concrètes qui sont faites aussi avec l'AREC, puisque évidemment plus on arrive à agglomérer les moyens financiers, plus on arrive à faire des choses intéressantes. Donc, et aujourd'hui, la question est de savoir, et on travaille ça avec, notamment au niveau des syndicats d'énergie, pour cette création de valeur finale et plus directe et qui est un petit peu novatrice, parce que même dans les préfectures, c'est pas toujours très facile d'aller expliquer au secrétaire général de la préfecture ou au préfet qu'une petite commune de 90 habitants peut directement intégrer le capital d'une société projet. On va y venir après, puisqu'on va parler maintenant très concrètement dans la partie 2 du partage de la valeur. Je regarde parce qu'il y a une réaction sur Slido. Je la lis. Ne manque-t-il pas à cette table ronde des représentants de la filière, majoritairement développeurs privés, pour indiquer les chemins réellement possibles pour aller vers davantage d'appropriation locale. Alors on a avec nous Pascal Courcel qui représente France Renouvelable dans lesquels on a des acteurs de la filière. Bien sûr, à l'occasion de cette table ronde, vous pouvez vous saisir du micro en toute fin et prendre la parole pour remonter évidemment votre témoignage ou votre sentiment sur ce sujet d'appropriation. Bien sûr. Et là, dès maintenant, je prends vos remarques. Et je peux aussi préciser que en dehors de mon temps à énergie partagée, moi je suis président directeur général d'une coopérative locale qui développe des projets, en l'occurrence, de toute taille et qui associe... Aujourd'hui, on doit être à plus de 150 citoyens, je pense, aux côtés de communes, interco, caisse des dépôts, énergie partagée investissement. Donc c'est juste pour dire que ces chemins, ils existent déjà, qu'il y a déjà plein de projets qui se font. Et donc, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant d'aller voir les équipes énergie partagée où il y a des formations, qu'on soit côté élu ou développeur. Voilà, je ne prends pas trop de temps, mais pour dire que la filière, quelque part, est là aussi, même si c'est peut-être pas celle qu'on lit dans les journaux. Voilà. C'est une filière plurielle. Alors on va parler maintenant très concrètement de ce partage de la valeur. On va voir les solutions concrètes à l'œuvre dans les territoires, les prises d'initiative. Pascal Courcel, France Renouvelable remet tous les ans des trophées aux élus qui s'investissent dans les énergies renouvelables, des élus que France Renouvelable interroge d'ailleurs chaque année dans un petit livret, je crois que vous l'avez, là, qui s'appelle Parole d'élus. Et donc ces élus, ils parlent finalement des services publics qu'ils ont pu financer grâce aux retombées des parcs ENR. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les énergies renouvelables, elles participent au développement local économique d'un territoire ? Alors, je vais répondre oui, et après, je vais faire un petit aparté pour revenir aussi au... Alors, moi, je représente effectivement France Renouvelable, dans le conseil d'administration, il y a beaucoup de producteurs. Donc, je peux me faire aussi un peu le porte-parole de ce qu'ils projettent et de ce qu'ils essaient de faire. Et puis, en tant que directrice financement des projets énergie-environnement chez BPI France, aussi, je vois tous ces acteurs vraiment incités à améliorer leur parcours et vraiment très, très volontaires sur ce sujet. Oui, chez France Renouvelable, effectivement, il y a ce livret que je vous recommande tous parce que c'est un pur bonheur et ça fait voir le verre à moitié plein. Quand on lit ça, c'est magnifique. C'est un partage de valeurs qui est vraiment essentiel et qui est partagé au sein de France Renouvelable et tous les adhérents, parce qu'il y a une commission qui existe et qui permet d'établir ces liens et de remettre ces trophées des élus chaque année. Donc le dernier, il est tout récent. Il met en évidence 350 millions d'euros par an de retombées fiscales locales qui proviennent vraiment, donc c'est quand même important et immense. Et principalement via quoi ? Via l'IFER, donc cet impôt
forfaitaire. Alors quand l'élu a co-construit le projet avec le développeur, eh ben, cet impôt, il va être visible par les administrés. Il va être vraiment, voilà, on va pouvoir comprendre qu'il a participé à la rénovation d'une école, un éclairage public. C'est pas toujours le cas aujourd'hui, malheureusement. Et non, voilà, mais quand l'élu, il est vraiment avec le producteur, et quand il s'est lui-même au premier chef approprié le projet. Quand l'élu subit et qu'il accepte après un parcours très compliqué, des recours et autres, et que finalement il est obligé d'accepter son territoire, clairement, il ne va pas forcément jouer la transparence. Et voilà, la problématique, elle est là. Donc là, vraiment, la cohésion avec le local, elle est hyper forte pour comprendre au sein des territoires en quoi cet impôt est déjà un partage de valeurs incroyable. Voilà. Et donc, ce qui peut être un peu inquiétant pour demain, c'est que si on a une PPE, une programmation pluriannuelle de l'énergie en réduction de volume, eh bien, il y aura potentiellement moins d'IFER pour ces collectivités. Et donc, ce qui peut poser quand même un problème aussi de partage de valeurs et de maintien dans les territoires, de projets de rénovation, d'équipement pour les élus. Donc, tout est vraiment lié. Donc, c'est important. Donc, on a ce sujet IFER, voilà, qui est là et qui est présent. Et puis, on se rend compte, du coup, que c'est vraiment une transparence, finalement, de la relation. Voilà, il y a un fil conducteur. Parce que sinon, les citoyens ne sont pas forcément au courant du budget de la commune, ou d'où viennent les recettes, à quoi elles servent. Donc ça, vraiment, je dirais, sur le développement des projets, c'est l'impôt le plus visible et le plus important aujourd'hui, tant que d'ailleurs, dans le projet de loi de finances, certains projets tentent même de doubler l'IFER. Donc vous voyez comme quoi ça peut vraiment être une partie importante. Et donc on voit bien que quand les collectivités et les citoyens sont partie prenante ensemble, eh bien, on le voit, il y a une fierté. Il y a une fierté et là l'appropriation, elle est à 100%. Alors après, il y a les initiatives. On va parler de celle de France Renouvelable. Vous avez commencé à travailler sur le partage de la valeur. Et donc au-delà des taxes, au-delà de l'IFER dont on vient de parler, vous proposez aujourd'hui d'aller donc plus loin sur le partage de la valeur avec un fonds redistributif qui a vocation à devenir national. Vous allez commencer par une première expérimentation dans le nord de la France. D'abord, avant de nous présenter le fonds, c'est quoi l'objectif ? Alors, c'est quoi l'idée ? C'est ce qu'on a dit un peu au début. Certains parcs n'ont pas forcément été bien faits. C'est le voisin lointain qu'on ne comprend pas et qui vient finalement détruire un petit peu, offrir quelques nuisances. Et donc, c'est autant l'IFER et dans le projet dans le futur, autant ce qu'on a voulu faire, c'est sur les parcs qui existent. Donc, on a, avec une équipe, un groupe de travail chez France Renouvelable, on a créé un fonds. Ça y est, il est créé. Il existe, qui s'appelle Solidergie, et qui vient dans un projet pilote avec la Somme permettre, sous l'axe du volontariat, à des producteurs de projets existants ou à l'écosystème. L'écosystème, c'est aussi des financiers, des fonds d'investissement, d'aller faire une contribution par un don. Donc un don qui peut être un pourcentage d'un chiffre d'affaires. Par exemple, on l'a chiffré 1% du chiffre d'affaires ou 0,5% du chiffre d'affaires pour un producteur. Net d'impôt, ça fera un niveau extrêmement faible puisque la défiscalisation, c'est 60%. Eh bien, permettra, avec une masse financière qu'on a chiffrée autour de 800 000 € pour la Somme, permettrait de redistribuer 150 € par foyer des déciles les plus précaires. Et ça, donc, c'est vraiment une redistribution par des associations, dont c'est le métier. Ça, c'est redonner une lecture vraiment visible, une économie circulaire. L'énergie qui est produite près de chez vous, elle revient en boucle, en fait, chez vous. C'est important de redonner cette lecture. Alors même qu'aujourd'hui, on a l'impression que le renouvelable représente un coût. Il faut vraiment, c'est ce que je disais au tout début, réapproprier cette transition énergétique au plus proche du citoyen. Donc ce fonds, il existe, il va vraiment être en activité en janvier. On est à 75% de l'objectif, donc c'est super bien. On a encore besoin vraiment de dons volontaires, que vous soyez dans la Somme ou pas. C'est pas grave, mais vraiment, il faut lancer. Et puis, on a déjà le conseil d'administration qui se crée avec des parties prenantes privées qui ne sont pas forcément dans la sphère du développement des ENR. Donc voilà, on est très, très content parce que 75% en si peu de temps, c'est très bien. Et là, vraiment, on travaille sur l'existant. Donc c'est vraiment de redistribuer ce qui n'a pas été bien approprié. Quand on voit juste que
Dans un sondage de septembre, on voit que 84% des personnes en France sont favorables aux renouvelables. Peut-être que ce n'est pas forcément dans les territoires où ils ont eu une centrale. Donc, mettons-les dans cette perspective positive du renouvelable. Vous démarrez sur le département de la Somme. L'idée ensuite, c'est de déployer sur tous les départements qui comptent l'ambition, c'est toute la France. L'ambition, c'est de renouer ça. En fait, je veux dire, longtemps, ça a été une filière quand même assez silotée qui a travaillé pour elle-même. Et c'était la logique de produire, de ne pas forcément s'intéresser à la consommation. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus en lien avec l'autoconsommation, les corporate PPA, territoire. Donc l'ambition, c'est toute la France. Potentiellement un deuxième département un peu dans le sud avec du solaire, voilà, pour vraiment redonner une lecture, je dirais, propre du renouvelable. Voilà, l'idée, c'est de porter un discours, une parole sur la valeur, Oui. un peu comme a pu le réussir France Industrie, par exemple, sur l'industrie, pour dire vrai. que les usines, ça crée des emplois. Aujourd'hui, on a peut-être un autre regard sur les usines. Exactement, on peut faire un parallèle. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, l'industrie, c'était quand même assez mal vu, c'était pas propre, il y avait des ouvriers, donc il y avait une classification un peu, voilà. C'était pas joli, des fumées. Donc il y a un moment où en France, on s'est désindustrialisé. Aujourd'hui, on a compris la valeur de se réapproprier la fabrication en France, la souveraineté. Je pense que les énergies renouvelables, c'est une forme d'industrie locale qui permet à chacun d'avoir des parcours d'emploi qui sont quand même très qualifiés dans tous les territoires, dans toute la chaîne. Et donc, pour moi, je pense que c'est vraiment une vraie filière industrielle de renouvelables qui participe à la décarbonation, parce que c'est quand même le sujet important du climat de demain. Une question pour vous, la redistribution du fonds de la BPI. Alors on précisera que ce n'est pas le fonds de la BPI, c'est le fonds de France Renouvelable, vous allez l'expliquer. Ouais. Donc la redistribution de ce fonds est-elle liée à la proximité entre le projet d'ENR et les bénéficiaires afin de favoriser l'acceptabilité des projets locaux? Alors, c'est sur l'existant. Et ce n'est pas forcément une redistribution aussi directe, parce que pour rentrer dans un fonds de dotation qui est une action de mécénat, il ne faut pas que le donateur ait un avantage direct et un enrichissement sur ces projets. Ça, c'est très réglementé et c'est très bien parce que ça sauvegarde les intérêts de tous. Donc, c'est un pot un peu global. Il y aura une redistribution, bien sûr, sur les territoires qui ont des projets. Ce qu'on propose, nous, c'est de labelliser, finalement. Les donateurs vont pouvoir dire « je suis labellisé Solidergie ». Et ça, c'est bien parce que ça donne quelque chose de beaucoup plus visible nationalement que d'aller parler en territoire de, vous savez, mon projet à moi, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut donner quelque chose de plus grand à voir sur l'existant. Et puis, donc, il y a plein de façons d'aborder ce partage, voilà, avec ce label à plusieurs. Et puis, on va apprendre en marchant avec ce fonds et on va lui donner potentiellement une vocation plus large. On passera par des associations de distribution qui sont déjà existantes, donc qui savent opérer au plus près des précaires. Et on pourra, alors ce qu'on appelle un peu de façon indue un chèque énergie, mais ce n'est pas le véritable mot, mais on pourra ensuite travailler des projets plus de mobilité, de rénovation peut-être du bâti. Voilà, on a une ambition beaucoup plus grande, mais on va faire étape par étape pour réussir. Alors, au sujet de cet exemple de France Renouvelable et ce nouveau fonds, on nous dit autour de la valeur partagée, il existe aussi des programmes de redistribution de la valeur issue des ENR, tels que le dispositif d'énergie solidaire soutenu par la région Occitanie. Le Grand Challenge solidaire est en cours sur ENR Gaïa. Affiche derrière les intervenants. Rendez-vous au stand de la région. J'ai passé le message. Et n'hésitez pas à mettre vos prénoms à minima, parce qu'à chaque fois, sinon j'ai écrit Anonymous. Je crois que c'est toujours la même personne qui s'appelle Anonymous. Et ça sera plus convivial que de donner des prénoms. Je reprendrai des questions dans quelques instants, mais je vais me diriger vers Frédéric Ichard, l'autre maire de cette table ronde, puisqu'on vient de parler à l'instant de l'IFER, de la taxe. Et vous aussi, vous dites que la fiscalité seule sur les ENR ne suffit plus. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent les élus? Qu'est-ce que serait le bon mécanisme pour vous de partage de la valeur avec un producteur d'énergie sur votre territoire? Alors, on a évoqué effectivement l'IFER. Alors, c'est vrai que l'IFER, c'est concrètement une source et une recette dans les comptes administratifs d'une collectivité. Alors, en termes de visibilité, là, je vais être peut-être un petit peu plus mesuré. Effectivement, le citoyen, l'IFER, si vous faites un petit sondage dans la rue, je pense qu'il
il ne va pas être en mesure de vous répondre exactement sur le sujet. Et en termes d'appropriation, c'est peut-être pas effectivement alors il y a les citoyens, même les élus, hein, pour être très clair aussi. Hein, je ne suis pas sûr que si je repose la question à mon conseil municipal, si je leur dis y faire, ils soient toutes et tous en mesure de bien m'expliquer ce dont il s'agit. Donc effectivement, ça existe et évidemment que c'est important, mais je pense que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que, évidemment, les premiers impacts, que ce soit pour un projet éolien, solaire ou méta, c'est souvent effectivement au niveau de la collectivité la plus proche. Et la collectivité la plus proche, c'est souvent la mairie. Et souvent les mairies, d'ailleurs, en zone rurale. Et on a dit tout à l'heure, il y a effectivement un besoin et un partage de valeurs sur la transition au niveau national. Mais dès qu'on arrive à vouloir positionner des projets proches notamment d'habitation, là, des fois, les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut aller un petit peu plus loin et aller dans le partage. Ce que je dis tout à l'heure, il y a l'acceptabilité, il y a l'appropriation, il y a les valeurs. Et ces valeurs, il faut aller au-delà donc pour essayer de bien transmettre aux citoyens que, au-delà de cette fiscalité, de cette recette supplémentaire, on peut créer directement de la valeur dans le lieu où on intervient, où on vit. Et concrètement, ça passe par quoi alors concrètement, ça peut passer par effectivement donc des prises de participation. Alors je vais rassurer un petit peu les développeurs qui effectivement se sentent peut-être un petit peu absents à cette table ronde, mais de toute façon, ils sont pour nous absolument indispensables, puisque ce sont eux qui ont à la fois le savoir-faire. Il est hors de question, et c'est ce que nous prenons, nous, au niveau des SEM et au niveau du syndicat d'énergie. Nous prenons une collaboration qui soit une collaboration productive et aussi soucieuse du denier public. C'est-à-dire qu'il est hors de question de remonter des schémas de développeurs classiques en mettant des charges et en venant quelque part concurrencer. On n'est plus dans une phase collaborative et de partage, parce qu'à l'arrivée, ce niveau d'acceptabilité, il est aussi recherché par le développeur, et c'est un gage aussi d'efficacité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à capter de la valeur? Il faut aller se loger. On a parlé des effets donc indirects avec l'impôt, des effets indirects avec des loyers, avec des contreparties en termes d'investissement, mais aller aussi rechercher au cœur d'un projet. Par exemple, si je prends une petite commune, nous avons, nous, au niveau de la SEM, territoire 80 du syndicat d'énergie donc du Tarn, solliciter un développeur sur lequel il y avait un projet éolien. C'était quand même pas un petit projet en termes de CAPEX. On était à plus de 30 millions d'euros avec des éoliennes quand même et un projet assez conséquent. Et le maire de cette petite commune, qui n'avait évidemment pas les moyens d'amener les 3 millions d'euros ou 4 millions d'euros nécessaires aux fonds propres pour boucler le plan de financement, nous a interrogés en nous demandant s'il y avait des solutions pour que la commune intervienne directement au capital et puisse bénéficier à l'horizon. On l'a dit tout à l'heure, et c'était intéressant le cas, puisqu'il y a certains actifs qui sont récupérés au bout de 20-30 ans en fin d'exploitation, mais là directement, essayer de capter une valeur tout de suite, ici et maintenant. Et cette collaboration entre développeurs, syndicats d'énergie, mairie, a permis d'accélérer le process d'autorisation du parc. Et c'est là où cette synergie développeur-collectivité peut être très positive. Merci. Je prends une question et je vais la poser à Françoise Materon. Question aux deux élus. Quelle est votre approche sur l'agrivoltaïsme? Bon, ça, je vais le prendre après, parce que celle-ci, elle est très intéressante. On a besoin des entreprises privées pour construire les unités de production, mais ne vaudrait-il pas mieux que les moyens de production soient dans les mains des territoires pour véritablement maîtriser le partage de la valeur et ne pas avoir que des miettes? Ça pose la question finalement des projets, comme le présentait à l'instant Frédéric Ichard. Vous, comment vous voyez les choses? Vous insistez souvent sur le fait que les collectivités doivent être actrices des projets, pas seulement les subir.
Qu'est-ce que ça changerait très concrètement alors pour vous dans la manière d'opérer Alors, le partage de la valeur? moi, chacun est effectivement dans son rôle. Bon, moi, je suis élue, je suis au service de mes habitants et je suis vraiment intimement convaincue qu'il faut que les collectivités on prenne et on aide les citoyens à prendre leur destin en main sur ces sujets d'énergie. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je porte et que je m'emploie à essayer de développer sur mon territoire. Donc, je le fais à 2 niveaux. Je le fais au niveau local en tant que maire et je le fais au niveau de mon intercommunalité puisque je suis aussi vice-présidente à l'urgence écologique et qu'à ce titre-là, je porte un schéma de développement des énergies renouvelables. Sur ma commune, par exemple, notre projet que j'ai porté consiste, on a refait l'école, on avait presque 600 mètres carrés de toiture, donc on a fait un travail avec les citoyens et une coopérative locale. Ce sont les citoyens qui ont financé l'équipement photovoltaïque du toit. Ils sont à la gouvernance, nous sommes aussi à la gouvernance parce que nous sommes actionnaires aussi de la coopérative. Et donc, nous gérons ensemble cette production qui profite à la fois à l'école, aux citoyens et à leur investissement financier. Pour ce qui est de l'intercommunalité et de l'IFER, par exemple, je reviens juste sur l'IFER. Ça ne me dit rien, je peux revoir là. Ah si, il y a eu un mail, non? Il y a eu un... Ah, alors il y a quelqu'un qui est sur la fréquence, on entend une autre voix. Je dis ça pour la technique, mais je vous en prie, Françoise Matteron. Je disais pour l'IFER, c'est quelque chose qui est très éloigné du citoyen. Nous, sur l'intercommunalité où je suis, l'IFER, des projets communaux, elle est perçue par l'intercommunalité. Alors certes, ça profite aux citoyens, mais c'est beaucoup plus difficile à faire comprendre. Donc vraiment, je pense que de la même manière que pour l'eau, on crée des régies, nous, on a décidé de prendre ce sujet-là. Le sujet de l'eau, de l'énergie, de la souveraineté alimentaire sont, je pense, des sujets majeurs. Donc évidemment, on a notre place à jouer et donc nous participerons à la gouvernance de projets, que ce soit avec des coopératives citoyennes ou des coopératives locales, pour pouvoir prendre des décisions qui sont au bénéfice de nos habitants. Merci. Je vais prendre une salve de questions. Donc, je vais vous demander à chacune et chacun de répondre brièvement, de manière à ce que je puisse en prendre le plus possible. Alors, on a une question sur le partage de la valeur. La meilleure forme pourrait-elle être le développement des projets d'autoconsommation? Brièvement. Frédéric, brièvement. Alors, brièvement, oui, je veux bien répondre parce que, effectivement, c'est un sujet pour moi qui est primordial et qui répond et je partage complètement cet avis, et qui répond à deux besoins réels. Celui du pouvoir d'achat, parce que l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective, elle a un effet bénéfique pour le consommateur final, donc pour le citoyen, c'est d'avoir des conditions de prix qui sont compétitifs. Pourquoi ils sont compétitifs? Parce qu'il y a des schémas, à la fois parce que ce sont des schémas de circuit court et avec aussi des aides en termes de fiscalité, notamment, même si c'est discuté encore aujourd'hui sur les niveaux d'exonération de taxes, notamment de l'accise, qui peuvent être en fonction des puissances exonérées. Donc ça, c'est un véritable bel outil pour à la fois permettre d'apporter en circuit court de l'énergie verte, pas chère, qui préserve aussi les réseaux, et de l'autre côté, être très utile aussi aux producteurs. Je fais court, mais c'était clair. Voilà. Est-ce que la loi APER a vraiment facilité le cadre du partage de la valeur, nous demande-t-on. Question trop dure? Je ne sais pas si c'est la loi APER, mais en tout cas, c'est vrai qu'il existe des tas de possibilités. Enfin, nous, on a des tas de projets qui sont montés de manière différente sur notre territoire, où il y a effectivement un parc qui va être créé notamment, où il y aura à la fois de l'autoconsommation collective avec des citoyens qui seront garantis sur le prix de l'énergie qu'ils vont pouvoir avoir pendant 20 ans, et en parallèle des équipements publics qui vont en bénéficier, et en même temps aussi des entreprises. Donc on arrive à faire des montages qui sont extrêmement différents les uns des autres et qui peuvent répondre de manière différente à ce sujet qui est la partage de la valeur.
Et on a deux remarques sur la loi APER, sur l'article 93 de la loi APER, qui aurait permis une retombée ciblée pour des projets locaux. Et cet article, il est bloqué depuis 33 mois, nous dit-on. Effectivement, oui. La loi APER, elle tend à encourager effectivement les synergies, les collaborations positives entre les collectivités et les privés et les développeurs. Et j'y reviens, c'est fondamental. Ces deux acteurs peuvent être complémentaires et d'un côté avec les développeurs qui ont le savoir-faire et l'expertise, de l'autre côté les collectivités qui se doivent de partager ces valeurs et d'essayer de retrouver un petit peu de valeur. Voilà, un petit peu de valeur. Alors, oui. Pascal, allez-y. Moi, je compléterai juste sur ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sorti d'un système pur subvention, tarif réglementé, appel d'offres, où on produit et on injecte dans du réseau, ça c'était un peu le monde d'avant. Et à partir du moment où on a ouvert à l'autoconsommation, ce qu'on appelle des corporate PPA, c'est-à-dire c'est de la production qui est achetée par des privés, on partage effectivement une production décentralisée qui est fléchée vers un consommateur par principe même. Ça, c'est déjà un vrai partage de valeur et qui contribue à une appropriation directe. Voilà, mais aujourd'hui, il y a quand même encore des contraintes dans des volumes. L'ACC, l'autoconsommation au collectif, c'est encore très compliqué. Vraiment, il faut beaucoup de résilience pour aller jusqu'au bout, c'est vrai, mais c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est compliqué. Des corporate PPA, par exemple, il y a des contrats multi-acheteurs qui ont été faits. Bon, chez BPI France, on a participé à garantir la défaillance des acheteurs. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de territoires qui sont faites, qui sont déjà des expressions même de partage de valeur. Alors, j'aimerais profiter de cette tribune pour faire un petit appel solennel au pouvoir public et à nos dirigeants, parce que effectivement on parlait d'autoconso collective et de taxes et d'assises. Parce que d'un côté, on a la loi qui dit en fonction de certaines puissances, on doit pouvoir être exonéré de cette taxe. Et de l'autre côté, vous avez les services fiscaux qui sortent des doctrines. Et donc là, on fait un petit peu le grand écart. Et c'est pas encore complètement clair. Et il y a des sujets de discussion là-dessus. Donc je pense que pour encourager cette autoconso collective, et ça a été dit, et je pense que ça peut paraître un petit peu compliqué sur le papier, mais je vous garantis que ça fonctionne pour y être au quotidien sur le sujet. Ça fonctionne et ça peut fonctionner très très bien. On reprend le fil de nos échanges parce qu'on n'a pas entendu encore Jean-Baptiste Boyer d'énergie citoyenne sur le sujet du partage de la valeur, parce qu'on a parlé fiscalité, fonds solidaires, participation au capital, société d'économie. On a envie de savoir, pour vous, chez Énergie Partagée, ce serait quoi le partage de la valeur ? Ouais, c'est intéressant au regard de ce qui a été dit. On a un grand passage sur l'IFER, et c'est sûr que quand on développe des projets d'énergie renouvelable, en fait, il y a de la fiscalité locale et des loyers, grosso modo, qui sont versés aux propriétaires. Et ça, c'est la valeur un peu incontournable qui retombe sur le territoire, quoi. En dehors des mécanismes redistributifs de type fonds comme énergie solidaire ou autre. Mais en fait, côté énergie partagée, on avait fait une étude où on montrait en fait que quand on a une codécision avec les habitants et les collectivités, donc finalement quand ces acteurs rentrent au capital des sociétés et qu'on rentre dans des co-constructions de projets comme les exemples qui ont pu être cités, en fait les retombées locales elles étaient plus de 2 fois ce qu'elles sont dans le cas des privés classiques. Et donc c'est vrai que quelque part il y a une certaine presque disproportion entre ce qui peut se trouver justement dans les travaux qui sont menés autour de la loi APER et des décrets d'application sur le partage de la valeur, et en fait ce qu'on est capable de faire retomber sur un territoire quand on rentre dans des schémas de codécision. Donc effectivement, nous c'est beaucoup plus ce genre de modèle qu'on va mettre en avant, où on va pouvoir co-investir, parce que typiquement les typologies de retombées, c'est au-delà de l'IFER et des loyers. On va avoir de la valeur qui retombe par exemple dans le choix des entreprises qui vont être sélectionnées pour mener à bien les projets, ou quand on associe les gens à l'investissement. Tout ça, c'est des façons de faire retomber de la valeur très économique sur le territoire. Et puis après, effectivement, il y a eu des sujets de l'autoconsommation. Alors nous, de là, c'est ma casquette de dirigeant de coopérative. On met en œuvre des projets d'autoconsommation collective. Et
effectivement, ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure, de redonner du sens en fait à la production énergétique. Ça vient répondre à un besoin et pas juste être une opportunité financière. Et donc typiquement, nous, en vendant l'électricité en local, voilà, un peu comme un maraîcher vendrait ses belles tomates anciennes, à ses abonnés de panier, quoi. Nous, on fait ça avec de l'énergie et typiquement, on a réussi à sortir des excédents de rentabilité puisqu'on valorise mieux l'électricité quand on la vend en direct. Et donc, typiquement, on s'en est servi pour aller financer l'isolation de chauffe-eau chez 24 ménages en situation de précarité énergétique, et qui est là aussi quelque chose qu'on a fait en partenariat avec les services des intercommunalités sur le service public intercommunal de l'énergie en l'occurrence. Et du coup, ça aussi, c'est une action assez directe de solidarité qui permet d'ancrer le projet d'ancrer le projet sur le territoire et en lien avec des besoins et qui n'empêche pas en fait de continuer de verser des choses par ailleurs. C'est-à-dire qu'on est un peu dans les mêmes logiques sur ces projets avec un développeur privé classique. Si on reprenait un équivalent avec le logement, par exemple, c'est comme être locataire où on vous donne le loyer à un certain prix pour un appartement, par exemple, vous avez le choix de le prendre ou pas le prendre, quoi. Alors que finalement, quand vous êtes propriétaire du bien, vous pouvez vous décider à faire une extension ou accueillir votre famille ou partager votre logement pour dire on va mettre une partie en solidaire, etc. Et donc, en fait, on rentre sur des notions d'appropriation qui sont beaucoup plus fortes et où, du coup, les retombées territoriales vont être aussi beaucoup plus importante de fait sur tous les projets ENR qui vont être menés. Merci. On va entamer maintenant notre troisième partie. On va voir comment faire que les conditions soient réunies pour qu'un projet d'ENR devienne un projet partagé sur le territoire, voire pourquoi pas même un projet de société locale. Avant, je vais prendre quelques questions qui sont encore dans notre thématique. Une question de Lucille. Merci Lucille pour avoir indiqué votre prénom. Pensez-vous que l'agrivoltaïsme puisse répondre à cette même logique du partage de la valeur et de bénéfices d'intérêt général pour le territoire? C'est une question en référence notamment au projet d'Ombrière présenté par Madame Materon. Qui veut s'aventurer? Jean-Baptiste? Moi, je veux bien essayer parce c'est encore l'agrivoltaïsme, c'est entre balbutiants, on en parle beaucoup et il y a un peu moins de réalisation en concret. Je pense qu'il n'y a pas forcément de raison pour qu'on ne puisse pas le faire. Par contre, les risques de dérive sont hyper importants puisque on vient en plus avoir un impact sur la valorisation du foncier et on se met à avoir des choses où effectivement l'agriculture passe en un second plan. Nous, on a pas mal de discussions avec les agriculteurs sur notre territoire. Et c'est sûr qu'en termes de sécurisation contractuelle pour les agriculteurs, c'est-à-dire est-ce que, si on rentre dans les détails, est-ce qu'on passe par un bail emphytéotique, un bail rural, un commodat, etc., ça potentiellement, ça amène des difficultés à sécuriser l'agriculteur. Et puis, en termes de sous potentiel pour les propriétaires fonciers, ça peut amener à vraiment délaisser complètement l'agriculture. Donc, voilà, c'est les pièges classiques de l'agrivoltaïsme, mais c'est pas, il n'y a rien d'incompatible avec le fait de partager la valeur là-dessus, et notamment si on rentre encore dans des schémas de codécision ou co-construction. Très bien, je précise sur le sujet de l'agrivoltaïsme, on a une table ronde jeudi à 14h dont le thème est agrivoltaïsme. Quelles conditions pour faire de la filière une filière crédible et durable? Et ça sera suivi à 15h30 d'un atelier piloté par l'ADEME et l'AREC avec des outils qui nous seront présentés. Autre question pour les élus, peut-il être intéressant pour vous de partager la valeur en partageant l'énergie produite au bénéfice de la commune et des acteurs locaux? C'est une question de Nicolas de la société Faraday. Je crois que vous avez déjà un peu répondu. Alors, une autre question de Daniel. Vous évoquez l'IFER. L'intercommunalité et le département bénéficient de retombées. Avez-vous des retours d'expérience sur un partage de ces retombées en faveur directement du territoire d'implantation du projet d'énergie renouvelable? Moi, oui. Sur notre territoire, il y avait un grand parc voilà. Et donc l'IFER était perçu exclusivement au bénéfice de l'intercommunalité. Et on a décidé, d'une manière qui n'était pas forcément tout à fait... en tout cas, d'attribuer une somme comme une sorte de fonds de concours à la commune directement, annuellement, pour qu'elle puisse avoir directement une retombée
par rapport à cet IFER. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est prévu par la loi. Ouais, c'est une initiative. C'est une initiative solidaire de nos élus du territoire qui trouvaient logique que la commune d'implantation ait plus de retombées que les autres. Donc C'est intéressant parce qu'on a une question. Est-ce que le partage de l'IFER entre communes, Comcom et le département ne devrait pas être revu à nouveau afin que les communes d'implantation puissent avoir davantage de bénéfices directs? Vous nous répondez, en fait, on peut déjà le faire si on s'organise entre nous? S'il y a une volonté, quand il y a une volonté de trouver de réfléchir intelligemment aux choses, on peut toujours trouver un moyen de le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas imposé par la loi. Voilà. Mais vous avez la liberté de le faire. Mais on peut trouver des moyens de le faire. En ce qui concerne la décentralisation, nous dit Julien, et la souveraineté énergétique, les entreprises de services publics ne seront-elles pas opposées à la perte de clients? Alors là, si on parle en termes d'autoconso collective, c'est Alors le je sens de sais la pas. question. Il faudra peut-être qu'on demande à Julien de Ouais. préciser Parce sa que- question et- et on va répondre après. Alors et- je pense que c'est plus simple parce que même moi j'avais du mal à la capter pleinement. La Parce qu'il question. peut y avoir un sujet entre les fournisseurs classiques et l'autoconsommation Bon, collective. on va demander à Oui, Julien mais de je la préciser. pense qu'on peut quand même dire que l'autoconsommation, elle ne fait pas tout, elle ne fait pas toute la fourniture. Hein. Donc, clairement, pour l'avoir un peu regardé, si vous autoconsommez à peu près 20% de ce dont vous avez besoin, c'est bien. Il va falloir toujours une fourniture complémentaire. Donc, le plus compliqué, c'est d'agréger tout ça par un fournisseur qui accepte de lier un peu toutes les énergies. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Ça fait partie du dispositif et ça s'opère. C'est plus compliqué, mais ça s'opère de plus en plus. Merci. Allez, on entame notre troisième et dernière partie de cette table ronde. On va voir donc les conditions pour qu'un projet d'énergie renouvelable devienne un projet pleinement approprié par les habitants d'un territoire, un projet pourquoi pas sociétal local. Françoise Materon, je me tourne vers vous parce qu'on entend beaucoup parler de redonner du sens. Cette expression, elle est très présente. On entend cette expression quand on parle aussi de transition énergétique. Alors si on se passe au niveau des habitants, par exemple de votre commune, en quoi un projet ENR, peut-il vraiment changer la vie locale? Est-ce qu'il faut, selon vous, construire un nouveau récit autour de ces transformations liées à l'énergie? Alors, oui, je vais vous répondre. En fait, j'ai déjà pas mal répondu à ça, je pense, tout au long de la table ronde. Moi, je suis vraiment convaincue qu'il faut vraiment associer le citoyen à tout ce qui est fondamental pour ses besoins, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, l'eau, l'énergie, l'alimentation. Moi, lorsque je travaille avec mes citoyens, je ne leur tiens jamais le discours « ne vous occupez de rien, on va résoudre tout pour vous ». C'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble parce qu'on a ces besoins-là. Comment on peut y répondre, comment on peut les gérer ensemble, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes. Parce qu'on n'a rien sans rien. On ne peut pas avoir de l'énergie sans sacrifier quelque chose. Quand on met quelque chose sur un toit au centre du village, c'est moins joli que quand elle n'y était pas. Ou quand on le met sur... voilà. Mais c'est un besoin, on va essayer d'y répondre ensemble et on informe au plus juste. Je pense que les citoyens, on peut respecter leur intelligence, ils sont capables de comprendre des tas de choses en leur expliquant simplement. Et ces sujets-là, on ne doit pas les tenir à l'écart et ça ne doit pas être une histoire de spécialistes. C'est vraiment important que les citoyens puissent comprendre d'où vient l'énergie, comment on la produit, combien ça coûte, combien on gagne avec. Il n'y a rien à cacher. Ce sont des choses qu'ils doivent comprendre et quand ils le comprennent, ils s'y intéressent et quand ils s'y intéressent, ils s'y associent, ils s'y investissent. Voilà, je pense que c'est vraiment important de comprendre que ce sont des choses qui regardent tout le monde. Frédéric Ichard, est-ce que, pour rebondir, ces sujets, ils doivent rentrer dans la campagne électorale de mars prochain? Parce que on va parler de la construction d'un prochain gymnase, mais on parle peut-être pas du prochain parc éolien photovoltaïque, de l'espace de méthanisation, de la chaufferie biomasse. Alors là, il est évident qu'il y a certains sujets sont sensibles, hein, on va pas se le cacher. Hein. Il est évident que lorsque vous avez, par exemple, un projet éolien qui se dessine à l'horizon et que vous arrivez en période électorale, alors c'est pas mon cas, hein, mais
ça complexifie quand même les sujets, sachant que vous l'avez dit tout à l'heure, la filière est bien organisée. Donc, comment prendre le sujet là, il faut y aller en amont et vraiment revenir sur tout ce qu'on a dit en termes de appropriation, acceptabilité et il faut aller jusqu'au partage de la valeur, ça a été dit. Hein. Donc, et il faut même aller jusqu'aux citoyens parce qu'on s'est arrêté là, on a parlé beaucoup des collectivités, mais je pense qu'il faut aussi rajouter la strate citoyen par le biais d'une intervention directe, on ne l'a pas évoqué encore, mais de tout ce qui est outils de participation directe du citoyen en collectif avec des actions de levée de fonds en crowdfunding. Et vous avez ici à Energaia des gens qui savent très très bien faire ces sujets-là et qui sont présents ici et qui permettent aussi aux citoyens d'accéder directement à ce partage de valeur aux côtés des collectivités et aux côtés des développeurs. Et quand vous avez cette triptyque développeurs, collectivités, citoyens, je pense qu'à l'arrivée, avec beaucoup d'efforts d'explication, aussi d'efforts en termes de quelque part de compte rendu en termes financiers, parce que bon, si à l'arrivée c'est pour que ça coûte et qu'on augmente encore les impôts, là aussi il peut y avoir des réactions négatives. Donc l'idée c'est qu'on travaille toutes les lignes et qu'à l'arrivée, grâce à tous ces produits financiers supplémentaires qui rentrent, toutes ces recettes complémentaires, on arrive par exemple à éviter d'augmenter la taxe foncière. Hein. Je vais prendre un exemple très précis. Ben ça, c'est un discours qui porte. Hein. Je veux dire, bon, aujourd'hui, avec l'évolution de l'ensemble des taxes, donc ça peut contribuer à cette appropriation, à ce partage de valeur. Merci. Jean-Baptiste, Frédéric Richard vous a tendu la perche là, pour voir comment les citoyens peuvent travailler à ce récit. Vous travaillez sur le sujet de la gouvernance. Pour vous, c'est la clé, la gouvernance. C'est évidemment la clé, mais c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, la première strate, on va dire, c'est le financement participatif, où bon, effectivement, on peut être associé à la valeur économique du projet en tant que tel. Après, on peut rentrer en investissement, en co-investissement avec développeurs, communes, etc. Moi, je voulais prendre, par exemple, il y a l'exemple du projet Ventajou sur la commune de Séverac d'Aveyron. Où en fait, c'est même plus large que ce qui était décrit ici. C'est-à-dire qu'il y a le développeur, certes, qui est là, mais en fait, c'est un projet qui est d'initiative communale, donc la commune est très présente, l'AREC est présente aussi, Énergie Partagée Investissement est aussi présente au capital, et puis là, le tour de financement est en train aussi de s'étendre typiquement à la coopérative locale. Et donc, en fait, ça peut être différentes couches territoriales, on va dire, qu'on peut associer au projet. Et du coup, en ça peut être vraiment très, très large, la participation des acteurs. Et du coup, cette participation, elle se fait vraiment au capital de la structure, donc avec un accès à la gouvernance et une capacité à décider ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, il y a eu beaucoup de projets qui effectivement ont été très portés par des développeurs et qui, on va dire, sont aussi peut-être confrontés à un espèce de temps économique, ou en tout cas, ça leur paraît plus efficace de concerter au minimum ou légal ou requis pour que ça passe, mais sans rentrer dans des logiques de gouvernance partagée, de coopération et de transparence. Et effectivement, c'est là aussi un des enjeux, c'est comment les compétences qui sont chez des développeurs en tout genre, parce que les développeurs, il y en a des complètement privés, il y en a des complètement coopératifs, il y a des SEM, ça peut être très varié aussi, le choix des développeurs, mais c'est comment en fait les structures qui ont la compétence technique vont aussi l'apporter sur un schéma de transparence et de dire en fait on ne fait pas les choix pour vous, mais on vous explique les choix possibles et ce qu'ils impliquent. Et ça peut faire un peu peur, effectivement, ça a été dit, non mais pas aux gens qui sont pas aux gens qui sont là, mais peut-être dans la salle, il y a des gens à qui ça fait un peu peur, le truc de se dire, on va prendre le risque de la démocratie et de partager ça. Mais on peut reprendre l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat, où en fait, quand on prend le temps d'expliquer des choses au-delà de juste 2-3 trucs un peu prémâchés, en fait, on sort sur des décisions qui sont pas absurdes. Et donc, on peut rentrer dans ces schémas-là et imaginer, du coup, des projets qui effectivement vont avoir une gouvernance partagée. Et on est aussi, c'est quand même
en gardant l'objectif d'un déploiement assez fort des ENR. Enfin, moi, c'est toujours un peu ça, je veux dire, qui me fait peur avec ma casquette de développeur local. C'est quelque part, on a des projets qui peuvent vite faire contre-référence parce qu'ils arrivent un peu avec des gros sabots sur des territoires qui n'ont pas d'ancrage local, contrairement à des projets qui vont être portés par des communes ou des intercos qui vont en plus ancrer ça dans une planification et donc étudier plusieurs lieux en parallèle, se dire qu'est-ce qu'elles vont faire, etc. Et donc, ce portage-là, en fait, ça aboutit à ce qu'à l'inverse, on a des fois des collectivités qui disent non, mais en fait, on va le faire nous, juste. On va le faire à 100%, comme ça, on n'aura pas de conflit en local, quoi. Bon, alors nous, on pense que c'est aussi, on va potentiellement un peu au carton aussi, mais justement, c'est cette appropriation collectivité-citoyen, et donc, comme on l'a vu, qui peut être à vraiment plein de niveaux, c'est ça aussi qui va recréer des espaces démocratiques et refaire un peu des espaces aussi d'échange, de dialogue. Enfin, c'est des endroits où on peut débattre, hein, on a le droit de ne pas être d'accord, mais où finalement on en vient quand même à s'accorder sur des choses pour que les projets finalement ils voient le jour et on crée autre chose aussi que juste des kilowattheures et des euros. Voilà, et ici on est sur le débat, donc on va vous inviter à réagir. Je vais prendre des questions via Slido, mais on va demander aux hôtes et hôtesses de bien vouloir se rendre à la régie son pour récupérer un micro, et on va vous le faire tourner pour interagir avec nos intervenants, intervenantes. Une dernière question à Pascal Courcel, parce que là on parle finalement d'inventer un nouveau récit. Et on se rend compte que c'est important qu'il y ait un récit qui se construise parce qu'on est quand même aujourd'hui sur un gros bashing sur les ENR. Et donc, il y a beaucoup d'infox qui circulent. Donc, si en face, il n'y a pas un autre récit qui se construit, il y a un récit qui s'installe. Donc, ce serait quoi le récit qu'il faudrait porter selon vous ? C'est très compliqué parce que quand il y a des fausses informations dites en 30 secondes, parfois il faut 2-3 heures pour expliquer pourquoi c'est pas bon. Et peut-être qu'on n'a plus trop envie de refaire ça. Donc c'est assez compliqué de déconstruire. Mais ça me faisait dire qu'on parle beaucoup de partage de valeur. Il faut aussi se dire la valeur d'abord elle est créée par qui. Donc il y a des gens quand même, des sociétés qui investissent du temps, des années avant de créer aussi cette additionnalité de production de renouvelables. Donc c'est un temps long. Et donc c'est vrai qu'il y a une période où il y a des recours. Voilà. Donc si on arrive à donner une visibilité sur le partage de la valeur, il se fait à plein de niveaux, plein de temps. C'est quoi ? C'est par exemple, j'ai créé une entreprise de production d'énergie renouvelable il y a 15 ans, j'étais une TPE, je suis devenue une ETI. C'est une valeur quand même locale de territoire qui a créé plein d'emplois et de l'impôt. Voilà. Je crée de la valeur, donc j'ai un parc qui est existant, je vais faire une contribution auprès de fonds de dotation Solidergie par exemple, mais il y en a d'autres aussi. Donc c'est une façon de re-rendre lisible qu'à un moment, en fait, on va reboucler ce partage. Et le partage le plus évident, c'est toujours un partage financier. Et puis il y a aussi cet impôt, cet IFER qu'il faut arriver avec la concertation à redistribuer au plus proche. Voilà, donc il y a plusieurs grades de partage de valeur qui se font dans le temps des projets. Il faut comprendre comment ces projets-là se font historiquement amont-aval. Et puis on est en train, je le redis, de créer nécessairement, c'est absolument indispensable, d'avoir une industrie des énergies renouvelables. On doit décarboner, on doit électrifier les usages. Certes, notre électricité est décarbonée, mais l'énergie, elle ne l'est pas en soi. Elle ne l'est pas, elle est encore trop fossile. Et donc aujourd'hui, on est dans ce temps un peu d'arrêt où on n'électrifie pas suffisamment vite, où on a trop de renouvelables. C'est pas parce qu'on en a trop, et d'ailleurs on peut l'exporter, qu'il faut avoir un temps mort, parce qu'après, reconstruire toute cette filière du renouvelable local, c'est un temps long. Donc il faut maintenir cette activité de création de valeur locale qui a des retombées de territoire. C'est vraiment pour moi, je pense que les ENR, c'est vraiment un partenaire de l'aménagement local. Ça fait vraiment partie intégrante de ce qu'il faut absolument faire de souveraineté énergétique, de souveraineté industrielle. Et donc, on a plusieurs axes pour rendre visible ça. Donc, le récit, oui, doit être reconstruit de façon très factuelle. Et c'est très compliqué de faire ces récits, mais je pense que voilà, il faut voir ces belles histoires. Enfin, je redis, ce livret de France Renouvelable, j'en fais la promotion. Ce ne sont que de belles histoires à des élus qui ont compris le chemin à toutes les tailles, de 90 habitants à des plus grandes collectivités. C'est vraiment des histoires magnifiques pour montrer que c'est possible et que c'est ça qui peut fonctionner.
Alors, je vais inviter l'hôte ou l'hôtesse qui a le micro à bien vouloir se mettre ici. Comme ça, vous verrez la personne qui lèvera la main pour poser une question ou remonter une réaction. Mais Frédéric, vous vouliez rebondir sur ce que venait de dire à l'instant Oui, Pascal Courcelles. je souscris complètement et il y a des grades et il y a des niveaux. On a parlé d'une commune de 90 habitants où effectivement dans ma commune on a mis une petite ombrière avec une borne de recharge pour véhicules électriques. Ça fait partie des choses qui sont jouables pas tout seul évidemment avec le syndicat d'énergie, et on va en profiter pour aussi connecter la nouvelle mairie à un autoconso individuel. Vous voyez, c'est des choses toutes simples et qui sont là, lisibles et visibles. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, et peut-être on ne communique pas assez là-dessus, c'est qu'on a quand même un panel d'outils qui vont de la petite commune et à la région, si on parle de collectivité, et qui vont de centaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros. Et je fais référence là notamment à l'action de la région Occitanie qui avec son outil AREC et son fonds Octet est en mesure aujourd'hui d'irriguer quand même le territoire avec des volumes et avec une stratégie collaborative, que ce soit avec des développeurs privés, publics, pour justement obtenir une efficacité maximale. Et je crois qu'il n'y a pas de religion en la matière, quoi. Je veux dire, pour moi, la religion, c'est l'efficacité et faire très attention aux deniers publics. Il faut créer de la valeur, il ne faut pas créer des pertes, quelque part. Il ne faut pas créer de la contre-valeur. Voilà ce que je tenais à dire. Merci Frédéric. Alors, je ne sais pas si le micro est là, je ne vois pas encore l'hôte ou l'hôtesse. Si vous pouviez venir, voilà, ici, vous postez devant moi. Merci beaucoup, madame. Donc, faites un petit signe si vous voulez poser une question et le micro va venir vers vous. Je vous invite à bien scanner la salle. Je vais prendre une question déjà sur notre application. Une remarque de Loïc, un bon exemple de partage de la valeur. Cette semaine est mise en service une centrale photovoltaïque au sol de 10 MW crête à Millery, près de Lyon, portée par une société qui unit la commune, des syndicats intercommunaux des eaux, un fonds régional d'investissement et un développeur privé, entre parenthèses, minoritaire. Une autre remarque de Mathieu d'Avril de Terra Énergie. Il peut être utile de rappeler quelques références existantes de partage de valeur. Par exemple, le projet éolien citoyen d'Andilly, les Marais en Nouvelle-Aquitaine, co-construit entre communes, citoyens, développeurs privés et outils territoriaux. Ici, le fonds régional, ça marche à répliquer, nous dit-il. Alors, ensuite, est-ce que nous avons des questions ? Il y a une remarque sur le fonds distributif de France Renouvelable. Concernant le fonds, démarche très intéressante, mais cela ne doit pas être vu comme un moyen d'accompagnement des projets ENR dans les territoires. C'est exactement ça. Hein. Ce n'est pas l'accompagnement de nouveaux projets. Hein. On travaille sur les parcs existants. Donc ceux-là, ils sont là pour longtemps. Et donc, ce que l'on sollicite, c'est vraiment, du point de vue financier, que le producteur qui en a tiré des profits puisse redistribuer. Et d'ailleurs, vous avez le stand de France Renouvelable, il y a des petits flyers voilà, pour vous donner les QR codes sur le fond. Mais vraiment, on n'est pas en train d'acheter le développement. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. C'est de redonner du sens à la construction, de l'électrification, la décarbonation par les ENR. Parce que les ENR, si on n'a pas trop d'obstacles administratifs, ça se déploie très vite. Merci. Alors, on a une réaction ou une question dans la salle. Je vais vous inviter à vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Céline Latu, je travaille à l'ALEC, donc Agence locale de l'énergie du climat de Montpellier Métropole. On accompagne donc les communes de la métropole sur leurs projets rénovation et développement d'énergie renouvelable. J'avais une question plutôt pour Madame élue du Pic Saint-Loup, là, sur vos projets ombrières, en fait, sur vos stades ou activités sportives. C'est vraiment une question pratico-pratique. Quel sport on peut pratiquer sous une ombrière ou alors à quelle hauteur vous les installez? Parce que foot ou sport avec des balles où on envoie très haut, enfin, j'ai du mal à voir en fait ce que vous avez pu faire comme ombrière sur ces espaces-là. Merci. Alors, on a travaillé avec les associations avant de prévoir le plan des ombrières. On a été accompagné par l'AREC. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir des zones différentes. Donc on a des hauteurs d'ombrières différentes sur le stade. Il y en a qui sont à une hauteur suffisante pour accueillir des terrains de tennis, des terrains de paddle, un terrain genre City Spark. On a aussi un pump track pour les vélos.
Et après, on a des espaces de marché couverts avec des ombrières plus basses. Donc la hauteur des ombrières a été faite en fonction de ces projets-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pourra pas mettre un terrain de tennis, par exemple, à l'endroit où on a prévu un marché. Mais le travail a été fait en amont, en concertation avec les acteurs locaux, de manière à anticiper les besoins et de construire les hauteurs d'ombrières par rapport à ces besoins qui avaient été identifiés. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Sinon, en attendant, je prends une question qui nous arrive via l'appli numérique. Alors, partager localement l'énergie plutôt qu'un pourcentage du bénéfice des projets pour des œuvres sociales et solidaires permet de fédérer et éveiller les participants autour du sujet de transition énergétique du territoire. Ainsi, l'autoconsommation collective est-elle la clé de réussite d'un partage économique et pédagogique? Frédéric. On y revient. Bon, je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'autoconso collective, en prenant l'exemple de ce qu'on est en train de faire au niveau du syndicat d'énergie du Tarn et de notre SEM territoire d'énergie, où effectivement avec des développeurs, qu'ils soient privés ou publics, ça va de Total en passant par la REC. Évidemment que cette autoconso collective, elle va nous permettre, dans un contexte, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a, d'abord, il y a des évolutions de tarifs qui sont quand même assez violentes aujourd'hui. Il faut quand même, parce qu'on parle de création de valeur, c'est vrai que avant de créer la valeur, il faut quand même se creuser un petit peu les méninges pour savoir ce qu'on fait en termes de recettes et de productibles et de valorisation de cette énergie. Donc, effectivement, l'autoconso collective est vraiment le boulevard aujourd'hui qui permet et qui permettra à terme de relayer d'abord tout ce qui est contrat aidé, contrat obligation d'achat, avec une consommation de proximité, une consommation d'énergie verte et d'énergie pas chère. Ça, c'est vraiment, vraiment évident. Et je le redis, mais les pouvoirs publics encouragent cette autoconso collective. Je le dis aussi parce que je vous promets, ça fonctionne et les structures qui permettent de le gérer aujourd'hui sont effectives et opérationnelles. Donc, et maintenant, l'idée, c'est de bien mailler le territoire pour effectivement avoir des entités qui soient capables d'aller rechercher, j'allais dire, la plus petite toiture qu'on puisse connecter pour qu'effectivement on ait un maillage du territoire qui permette au maximum de citoyens, au maximum de consommateurs de bénéficier de ce potentiel de consommation d'énergie verte, un circuit court. Et il y a plein de projets là-dessus. Voilà. En rebond, sur l'autoconsommation collective, on nous dit plusieurs entreprises spécialisées dans l'autoconsommation collective accompagnent des projets au-delà du rôle des développeurs et des collectivités. Ces structures ont-elles, selon vous, un rôle à jouer pour faire du lien entre toutes les parties prenantes? Sont-elles des catalyseurs de projets d'ACC, d'autoconsommation collective? Jean-Baptiste. Ça peut être des entreprises auxquelles on a recours. Après, c'est pas forcément des choses qui sont insurmontables non plus. Enfin, nous, typiquement, en tant que coopérative citoyenne, on opère 7 boucles d'autoconsommation collective. Donc, c'est pas des choses qui sont hors de portée, du coup, pour des citoyens et des collectivités. Mais effectivement, moi, j'aurais presque envie plus de rebondir sur la question d'avant. En fait, nous, on observe que dans nos boucles, on a des entreprises, notamment, quand je dis entreprise, c'est à la fois le restaurant qui est sur la place de la ville, comme l'entreprise industrielle qui est en périphérie, et puis des habitants et des collectivités qui consomment cette énergie qui est produite. Et du coup, on a aussi ces moments où on réunit tout le monde et où chacun voit qu'il partage en fait la même production. Et c'est aussi intéressant parce que ça crée du lien sur le territoire entre des gens qui ne se parlent pas forcément. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas salarié de l'entreprise qui consomme l'énergie, en fait, vous n'avez pas de lien avec cette entreprise en particulier. Alors que là, vous pouvez rentrer dans autre chose, voir que vous êtes centré sur quelque chose qui est un bien commun, enfin quelque chose qui est à partager et donc, que vous devez gérer ensemble. Et on observe aussi sur l'aspect éducatif que
on a des gens dans ces bilans annuels qu'on fait sur l'autoconsommation collective qui nous disent « Ah mais en fait, comment je peux adapter les choses pour consommer plus d'énergie chez vous ?» Et donc là, on rentre plutôt sur les notions d'adaptation de la demande à l'offre, qui est aussi une composante hyper importante dans la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de flexibilité au stockage, mais je veux dire, il y a un gros volet qui est aussi sur la modification de nos comportements. Et donc cette partie sur l'autoconsommation collective, elle est très, très importante pour ça, parce qu'on a été, je vais dire, mal habitué, quelque part, de dire on appuie sur un interrupteur, ça marche. Alors c'est très confortable, mais on sait que c'est aussi pas compatible avec les limites planétaires. Donc voilà, c'est aussi pouvoir avoir cette modification des comportements à travers la CC, c'est l'autoconsommation collective, pardon, c'est vraiment hyper important. Et ça peut répondre, et je fais juste une petite parenthèse rapide, parce qu'aujourd'hui on a un afflux de production, notamment de solaire, entre 10h et 16h, et on peut avoir des prix qui soient soit insuffisants, soit même négatifs, et qui soient aussi contre-productifs pour effectivement poursuivre le développement de la transition. Et cet outil autoconso collective peut être une réponse vraiment adaptée avec un changement d'habitude, évidemment, et en s'appropriant ces outils. Moi, je l'ai déjà vécu de façon très concrète, mais vous avez effectivement le garagiste qui en parle aux commerçants d'à côté, et puis vous intégrez la collectivité, puis même la collectivité en parle à ses citoyens, et on arrive à faire une boucle vertueuse comme ça, et en disant, mais attendez, là, si vous consommez entre 10h et 16h, vous verrez, on a encore des conditions financières encore meilleures. Voilà, juste pour... Merci. Est-ce que l'on a des réactions, des questions? N'hésitez pas à lever la main et on vous apporte un micro. Une question qui va de pair avec notre échange, hein, puisqu'on parle d'acceptabilité, d'appropriation. On a une question sur la concertation. Une question de Marie. En pratique, quelle modalité de concertation en amont vous semble pertinente dans les communes et EPCI? Qui souhaiterait réagir? Alors, il y a beaucoup de manières de se concerter. Moi, j'aime bien les concertations directes avec des réunions publiques où les gens sont invités. Après, il y a les moyens Internet. Au niveau de la concertation, on ne manque pas de moyens lorsqu'on veut vraiment concerter, quoi. Merci. Et je précise pour Marie, si elle est intéressée, sur Energaia, jeudi, dans la salle juste à côté Helios, on a une table ronde qui s'intitule « Concerter pour mieux embarquer les bonnes pratiques ». Et on aura des exemples très concrets. Peut-être juste pour rebondir sur les outils, nous je sais qu'on en a déjà utilisé deux un peu pour faire de la sensibilisation énergétique. Il y a les jeux Destination Tepos qui était quelque chose plutôt développé par Leclerc et puis Energy Mix qui était plutôt développé par Éclair, donc le réseau d'énergie citoyenne en Occitanie. C'est hyper important de replacer quels sont les besoins du territoire aujourd'hui. C'est-à-dire que typiquement le jeu Destination Tepos il va être construit sur c'est quoi la consommation énergétique du territoire aujourd'hui et qu'est-ce que ça pourrait être demain en mettant quel levier, etc. Et en fait, une fois qu'on a fait ce travail sur la consommation, on dit, bon, ok, c'est quoi les moyens de production qu'on doit mettre en place? Et en fait, là, nous, on voit que typiquement, par exemple, des gens qui sont au départ opposés à l'éolien, par exemple, qui est un sujet hyper clivant, et en fait, peuvent se retrouver à y adhérer complètement parce qu'ils prennent conscience que, en fait, potentiellement, il faut de l'éolien pour répondre à leurs besoins. Et c'est pareil sur l'outil Energy Mix, ça va être plutôt de confronter les scénarios de transition énergétique entre eux pour voir qu'en fait, il y a des choses qui sont très consensuelles en fait, dans tous les rapports de prospective. Le fait, par exemple, qu'il faut beaucoup développer les ENR, c'est un truc qui est hyper consensuel. Tous les rapports de prospective le disent. En gros, il n'y a que les politiques qui ne l'endossent pas. Mais en fait, c'est assez terrible à dire, quoi. Donc, c'est important aussi de replacer ce truc-là pour que, en fait, on prenne conscience que derrière, on peut discuter du projet, de savoir si il faut une éolienne de plus, en moins, est-ce qu'on la décale, est-ce que ceci. Mais en fait, si au départ, on n'est pas d'accord avec l'idée qu'il y a un projet éolien qui doit se faire parce que ça répond à nos besoins, et en fait, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à concerter. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Sinon, je vais prendre les deux dernières questions qui me sont parvenues par Slido qu'on n'a pas encore traitées. Question et à la fois remarque. Depuis la loi APER et la circulaire ministérielle, l'agrivoltaïsme impose la primauté de la production agricole sur la production d'énergie. Sur le sujet de partage de la valeur, l'agrivoltaïsme impose, point d'interrogation, de partager la valeur avec le monde agricole. 3 petits points d'exclamation. C'est pour ça que je parlais de questions remarques.
Alors je vais prendre la parole en tant que maire d'une petite commune rurale. Effectivement, moi, l'aspect de partage de valeur sur l'agrovoltaïsme, pour moi, et en premier lieu, c'est l'encouragement et l'aide que peut avoir cet investissement pour pérenniser des structures agricoles et peut-être encourager des jeunes à s'installer et à pérenniser leur exploitation. C'est pour moi la première ambition que devrait avoir ce sujet-là, sachant qu'effectivement c'est un sujet qui est complexe, qui donne lieu à beaucoup de discussions. Et c'est un lieu, évidemment, comme partout, le droit de ne pas être d'accord existe, mais en tout cas, en tant que commune concernée, moi, je pense que la première des préoccupations devrait être, et c'est pour ça que de temps en temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les positions qui sont tenues dans les chambres d'agriculture et qu'on a des discussions un petit peu animées, mais en premier lieu, c'est l'intérêt de l'exploitation agricole qui, évidemment, a un rôle aussi économique et social à jouer dans nos communes rurales. Merci. On prend une dernière question qui peut être une question conclusion. Un partage large de la valeur avec les collectivités et les citoyens via une gouvernance partagée n'est-il pas un avantage fort pour l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable? Je crois que c'est un petit peu la conclusion qu'on en retire toutes et tous de nos échanges. Ça. Pour moi, une collectivité embarquée, c'est un projet qui avance. Et des collectivités embarquées, des citoyens qui sont autour de la table, c'est un projet qui va avancer sûrement plus vite qu'un projet qui n'intègre pas ça. Peut-être juste du coup pour rappeler, parce que c'est beaucoup ce qu'on porte, qu'aujourd'hui c'est plus de 450 projets labellisés, donc il y a déjà un retour d'expérience sur le sujet. Et la question maintenant, c'est le passage à l'action, c'est maintenant la filière la filière se met en œuvre là-dessus. Il y a vraiment pour les développeurs aller se former avec énergie partagée, qui a plein d'accompagnements pour justement comment on ancre de la gouvernance partagée dans les projets. Pour les collectivités, il peut aussi y avoir des outils, typiquement se dire tiens, je vais je sais pas, rajouter 1 euro de fonds propres pour chaque euro de citoyen levé en local, des choses comme ça. Enfin, ce genre de mécanisme qui peut inciter à faire des partenariats entre les habitants en tant que tels et les collectivités. Et puis après, c'est bien sûr pour les habitants, ils peuvent s'engager dans une coopérative à côté de chez eux. Sur énergie partagée, il y a la carte des projets qui sont développés partout en France. Donc il y en a vraiment à plein d'endroits. Donc je pense que si vous habitez en France, vous avez moyen de trouver une COP à côté de chez vous. Merci Jean-Baptiste Boyer, merci Pascal Courcel, merci Frédéric Materon, merci Frédéric Quichard. On peut applaudir nos intervenantes et intervenants. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir participé à cette plénière d'ouverture. On vous donne rendez-vous sur les différentes conférences d'Energia toute la journée et sur le salon. Très bonne journée à toutes et à tous pour cette première journée.